Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mystère de Livres. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue ici. Vous allez voir, j'ai peu de choses à vous présenter. J'ai seulement 5 bouquins depuis la dernière vidéo, des livres que j'ai lus à la fin du mois d'août, qui a été chargé et que j'ai lu, bah voilà. On est à mi-septembre, j'ai vraiment très peu lu à cause de la rentrée notamment. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a de tout, j'ai du thriller, j'ai du contemporain, j'ai de la fantasy, j'ai de la science-fiction. C'est parti, on y va. Je vais commencer comme d'habitude par ce que j'ai le moins aimé pour aller vraiment vers le coup de cœur. Je vais commencer donc par un livre qui s'intitule Les Soucieux, un livre de François Heyen et c'est publié aux éditions du Rocher. Ce livre on me l'a envoyé, donc c'est un service presse que j'ai lu à la fin août me semble-t-il. Alors du coup ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc ça va peut-être être un petit peu embrouillé, je m'en excuse par avance. En tout cas sachez que c'est un roman sociétal contemporain, donc c'est quand même assez particulier. On va suivre un jeune homme qui a une vingtaine d'années qui s'appelle Florian, qui vend des DVD et en fait sa vie elle est pas trop fofolle. Jusqu'au jour où il croise la route d'un régisseur, donc quelqu'un qui s'occupe sur les plateaux de tournage de tout ce qui est lumière, etc. Et en fait ce régisseur va employer Florian. Il est en train de tourner un film dans une usine désaffectée. C'est même pas un film, c'est, vous savez, style les téléfilms de l'été qui passent. Et il est en train de tourner ça avec 2 acteurs super connus. Et en fait Florian va se retrouver propulsé sur assistant du régisseur sur donc ce lieu de tournage. Et en fait cette usine désaffectée n'est pas véritablement désaffectée dans le sens où des sans-papiers d'origine malienne campent en fait dans l'usine. Donc c'est la rencontre, on nous raconte la rencontre entre deux chocs culturels, 2 chocs de civilisation. D'un côté les sans-papiers maliens qui n'ont rien, qui ont fui leur pays et qui se retrouvent échoués, qui se heurtent surtout à la machine administrative et judiciaire pour obtenir des papiers. Et de l'autre côté, ces Parisiens bobos complètement à côté de la plaque qui vont essayer de s'allier à eux pour les aider. Voilà, c'est l'auteur François Heyen écrit beaucoup de théâtre. J'ai vu qu'il avait beaucoup monté de scènes de pièces de théâtre, pardon. Donc il y a quand même une écriture assez théâtrale notamment au niveau des dialogues. Que vous dire de plus? Voilà, je crois que j'ai tout résumé. C'est vraiment sociétal, si vous vous intéressez à ce thème de société qui est important, ça peut vous plaire. Après, il n'y a pas énormément d'intrigue. Les personnages maliens m'ont touchée bien sûr parce que je trouve que c'est hyper intéressant. On voit que l'auteur s'est beaucoup documenté, notamment dans la façon dont ils veulent obtenir leurs papiers, c'est très compliqué. En fait, ce sont des gens qui ont traversé vraiment l'enfer pour venir jusqu'en France, qui se retrouvent là dans des squats. Ce qui est très bien vu aussi, c'est la manière dont ils sont récupérés par des groupes de musulmans mais islamistes qui en fait les instrumentalisent avec quelques scènes qui sont vraiment choquantes dans ce bouquin. Donc ça c'est très bien vu. On voit aussi qu'ils sont récupérés donc par la religion mais aussi par la politique. Vous avez à un moment donné un politique, un député qui arrive là, un député qui se veut socialiste, qui veut les récupérer un peu pour se faire de la pub. Voilà, chacun en fait veut les aider mais c'est pas vraiment désintéressé. Vous voyez ce que je veux dire comme façon de faire. Donc ouais, c'est une plume assez particulière et j'en ai... Voilà, vous voyez, ça fait un mois que je l'ai lu, 3 semaines, un mois. J'en ai plus vraiment une idée fixe, c'est vraiment très particulier. Et si vous vous intéressez au sujet un peu politique, un peu sociétal, allez-y, sinon franchement ça va vous embêter, vous emmerder copieusement. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Je passe à un deuxième bouquin, je vous préviens, c'est pas folichon non plus, après c'est mieux. Mais les deux, la première que je vous présente, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Pourtant celui-ci, j'y croyais. Donc il s'agit de Cela aussi sera réinventé de Christophe Carpentier et c'est aux éditions Au Diable Vauvert. Alors, ce livre, on me l'a proposé en service presse, j'ai dit oui, parce que j'ai été vraiment attirée par la 4e de couverture où on le vantait comme un roman dystopique. Donc je me suis dit, ah ouais, trop bien, moi j'aime beaucoup la science-fiction.
surtout la dystopie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. L'utopie, c'est la construction d'un monde idéal, rêvé, avec l'accession au bonheur. Et bien la dystopie, c'est l'inverse. C'est la description d'un monde cauchemardesque. C'est très bizarre. L'écriture est très étrange. Je vais peut-être déjà vous parler de l'histoire. Il y a plusieurs parties dans ce bouquin. La première partie, on est propulsé dans un monde qui a subi l'accablement climatique. Alors il est tout petit, hein. Il fait 250 pages. L'accablement climatique. C'est quoi l'accablement climatique? C'est en gros la planète qui s'est vengée, incendie, tremblement de terre, raz-de-marée. Il y a des réfugiés climatiques qui arrivent de partout, qui arrivent des pays du sud comme des pays du nord. Par exemple, le Japon n'existe plus. Vous avez des réfugiés qui viennent de Chine, des États-Unis, etc. Et vous avez au milieu de ça, donc chacun essaie de survivre un peu comme il peut, et vous avez au milieu de ça une espèce de secte qui s'est montée, qui se fait appeler les nomades décontextualisés. Voilà. Et en fait, eux, leur lobby, c'est d'aller à la rencontre, de ne pas lutter en fait contre l'accablement climatique, de le subir, et de trancher les liens avec toute la société, que ce soit avec un conjoint, avec ses enfants, c'est-à-dire qu'on a des enfants mais on les élève pas forcément, de trancher le lien avec tout le monde. On en est là au début. Ça dure même pas une centaine de pages. Et dans les chapitres suivants, on va retourner en arrière et on va faire la connaissance d'un personnage qui s'appelle Claire Crast et qui est la fondatrice de ce mouvement des nomades décontextualisés. Et là, ça part en roman philosophique, en essai philosophique où l'auteur nous donne ses idées qui sont pas bêtes d'ailleurs, sur un peu la déconsommation, ce genre de choses. Mais alors, avec un style... en fait, les dialogues, ça fait dialogue vraiment superficiel. D'abord, il met vous savez, comme au théâtre, il met un tiret avec le nom du personnage pour faire les répliques. Donc voilà, c'est bizarre. Ensuite, ce sont des personnages, on a vraiment l'impression qu'ils se donnent... La réplique, c'est très artificiel, la façon... Il n'y a pas c'est pas fluide, c'est vraiment plaqué, du dialogue plaqué, où chacun échange ses idées. Et alors, il y a des paragraphes où j'étais en mode... je lisais le truc, je disais, ouais, bah j'ai rien compris, j'ai pas fait d'études de philo, mais alors, j'en ai fait qu'au lycée, mais j'ai toujours rien pigé à la vie, quoi. Donc, c'est un roman très bizarre. Ce qui est bizarre en plus, c'est que la fin, le dernier chapitre, j'ai bien aimé, parce qu'on retourne, c'est pas dit, mais j'ai eu l'impression qu'on allait dans le futur, et qu'en fait, l'utopie de ces nomades décontextualisés dont je vous parlais, ça s'est retourné contre eux, ce qui devait être une utopie. En fait, en gros, quelle que soit la société qu'on construit, il y a toujours des effets pervers. Donc la dernière partie fait 50 pages, j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai bien aimé les dernières 50 pages. Donc je me suis un peu fourvoyée en pensant que ça allait être vraiment un roman dystopique. En fait, on glisse vers quelque chose de philosophico-dystopique. Et moi, voilà, j'ai pas accroché. Alors, si vous aimez la philo, peut-être que ça va peut-être que vous allez aimer. Si vous allez en librairie et que vous le trouvez, feuilletez-le d'abord parce que c'est vraiment un style très particulier. Mais moi, perso, bah voilà, j'ai pas aimé. C'est pareil. Je pense que je l'ai lu la semaine dernière. Dans une semaine, j'aurais complètement oublié de quoi ça parle. Et c'est pas un moment que je vais garder parce que... trop compliqué, des dialogues trop superficiels, c'était pas pour moi. Voilà, je suis la première, désolée. Je passe quand même à du plus réjouissant. Donc là, on va basculer dans de la fantasy plutôt young adult. Je vais pas vous en parler très longtemps parce qu'il s'agit d'un 3e tome. Il s'agit donc du 3e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos et celui-ci s'intitule La Mémoire de Babel. Alors, déjà, ça fait très longtemps que j'ai dans ma palle. Il est sorti, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, parce que l'année dernière est sorti le tome 4. Il est sorti en 2017, donc autant vous dire que les 2 derniers tomes avant, ça fait un bail que je les avais lus. Quand j'ai ouvert le truc, oh là là, j'étais paumée, je me souvenais plus de quoi. Alors, elle résume un petit peu, un tout petit peu, voilà, souvenir du livre 2.
Elle résume très légèrement ce qui s'est passé dans le livre 2, mais ça tient sur 2 pages, donc autant vous dire qu'au début je pataugeais dans la semoule. Je ne me rappelais plus, je me rappelais bien sûr des personnages principaux, Thorne et Ophélie, mais je me rappelais plus de ce qui s'était passé avant, pourquoi est-ce qu'elle était revenue chez elle, enfin bref. Ce que je peux vous dire, parce que le résumé ça sert à rien que je vous en parle, si vous n'avez pas lu la saga, ça va tout vous gâcher. Donc ce que je peux vous dire, c'est que moi je n'avais pas accroché au premier tome, que tout le monde encensait à l'époque, j'avais trouvé ça bof. Le deuxième tome j'avais commencé à trouver intéressant, et celui-ci je trouve qu'il est encore plus intéressant et que ça se bonifie avec les tomes de la saga, que l'écriture de Christelle Dabos devient de plus en plus intéressante. J'ai eu des petits aspects, je dis bien des aspects Harry Potter, dans le sens où j'ai retrouvé une ambiance très bien construite, où ce que j'ai aimé c'est que chaque détail compte, un détail qu'on nous présente dans un tome précédent ou au début de ce tome là se retrouve à la fin. Tout compte, je trouve que c'est hyper bien construit, l'univers est bien créé. Elle va essayer ici de nous présenter une université, enfin une espèce d'école qu'Ophélie va intégrer. C'est pas facile en un seul tome de présenter l'école, de présenter son fonctionnement, et je trouve qu'elle réussit plutôt pas trop mal, elle se débrouille plutôt bien la nana. Bon, moi je suis toujours un peu gênée par la relation Thorne-Ophélie, c'est pas une relation que je trouve très saine, très safe, donc je suis pas celle qui est fan de la relation, je trouve ça un peu bizarre. Par contre j'aime beaucoup la manière dont le personnage d'Ophélie est traité, puisqu'en réalité il s'agit d'une anti-héroïne. On nous dit qu'elle est un peu rondelette, qu'elle a des lunettes, qu'elle est complètement myope, qu'elle est hyper maladroite, et ça change pas. Et je trouve que ça fait du bien en fait. On est loin d'avoir une héroïne badass, mais on a une héroïne quand même qui ne se laisse pas faire, qui prend confiance en elle, et je trouve que c'est vraiment très intéressant dans le paysage notamment de la littérature jeunesse et young adult de nous présenter des personnages de cet acabit. Après, là où je suis un peu mitigée, pour moi, ce troisième tome se suffit à lui-même. Je pense pas que l'autrice avait besoin d'écrire un quatrième tome. À mon avis, elle allait au bout de ce tome-là et c'était fini. Bon, j'ai cru comprendre qu'elle relançait la machine avec le quatrième tome, que je n'ai pas lu. Je ne sais pas si je le lirai, je verrai bien. En tout cas, j'ai fait cette lecture commune avec livre et sac à dos. On s'est quand même régalé, on a bien échangé autour de cette lecture et c'était vraiment sympa. Et je le recommande, encore une fois, je recommande cette saga Young Adult qui est quand même hyper bien écrite. Et ça fait du bien dans le paysage français. C'est de la fantaisie française, donc ça fait vraiment du bien. Je passe cette fois-ci à des romans que j'ai beaucoup aimés. Alors, je vous présente, fantasy, je reviens sur du thriller cette fois-ci, vous voyez, c'est un petit peu décousu, c'est complètement éclectique la manière dont je vous raconte tout ça, mais c'est pas grave, vous commencez à me connaître. Je vous présente cette fois-ci le manuscrit inachevé de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. Alors, c'est un bouquin que j'aurais pas forcément acheté, je l'ai gagné en fait sur Instagram. J'avais envie d'un thriller, je l'ai lu, parce que j'ai lu vraiment de très bonnes critiques, avec notamment des blogueurs, des instagrammeurs, disaient que la fin vous retournait le cerveau. Moi non, c'est un très bon livre, c'est un très bon thriller que je recommande, mais je n'ai pas non plus été waouh, où je m'attendais pas du tout à la fin. Alors de quoi ça cause ce roman? On va suivre Gabrielle Moscato, qui a perdu sa fille, elle a disparu, on est en 2008 je crois, ouais c'est ça, en 2008. Elle a disparu, ça fait une trentaine de jours. Il est gendarme et en fait il n'a de cesse, donc il habite sur les hauteurs de Grenoble, et il n'a de cesse d'essayer de la trouver. Et un soir, il va se coucher, il loue une chambre d'hôtel, il va se coucher, et quand il se réveille le matin, il a changé complètement de tête, et en fait il s'est écoulé 12 ans. Voilà. Il se réveille, il a plus la même tête, il a plus le même nom, en tout cas il est plus enregistré sous le même nom à l'hôtel, il s'est écoulé 12 ans et donc sa fille, ça fait toujours 12 ans qu'elle a disparu, personne ne l'a retrouvée. Donc on a dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse nuit d'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé, j'arrive pas. Bon dans le temps, perte de mémoire, bref. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé à Julie? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a disparu, elle a été enlevée, elle est morte, elle est toujours en vie. Donc vous vous doutez bien qu'il va reprendre l'enquête. En qualité d'ancien gendarme, 12 ans après, il va reprendre l'enquête, il va reprendre contact avec ses anciens collègues de la gendarmerie pour relancer l'enquête.
Parce qu'a priori, en 2008, avant qu'il ait ce bond dans le temps là, de 12 ans, il avait fait des recherches assez avancées, assez poussées. Et d'ailleurs, on retrouve un cadavre, la même nuit où il se réveille, Gabriel Moscato, on retrouve un cadavre dans la forêt atrocement mutilé. Est-ce que c'est lié? Bref, je vais pas... Voilà, c'est pareil, c'est le genre de bouquin, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais tout de suite vous spoiler et ce serait pas cool pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que Franck Thillier prend quand même un malin plaisir à jouer avec son lecteur, une fois de plus. Il y a beaucoup de références au manuscrit inachevé, même si c'est pas une suite. Mais c'est vrai que si vous avez lu le manuscrit inachevé, vous aurez tout de suite les références. Si vous n'avez pas lu, bah forcément vous allez passer à côté de plein de choses. Il s'amuse toujours à faire cette mise en abîme, dont j'avais déjà parlé dans le manuscrit inachevé, le roman dans le roman, l'artiste, l'écrivain à travers l'écrivain, etc. Ça c'est vraiment très bien amené. La fin est surprenante. Alors c'est vrai que je ne m'y attendais pas, c'est un peu tarabiscoté, je m'attendais à un truc peut-être plus classique, donc je trouve que c'est bien trouvé, avec des scènes quand même un peu gerbantes, mais je m'attendais à un truc vraiment qui retourne le cerveau. Vous voyez, où on arrive, on fait waouh, j'avais pas du tout vu, ou alors il vous prend complètement au contre-pied. Finalement, ça reste assez classique comme fin. Alors, ce qui est original, c'est qu'à la fin du livre, je vous montre juste, donc ça, il est à l'envers. Il nous glisse la fin du manuscrit inachevé, puisque dans le manuscrit inachevé, on a la fausse fin écrite par le fils de l'écrivain. Fictif, et là il aurait retrouvé la vraie fin et on l'a, donc on a la vraie fin. Voilà, avec encore un jeu de pistes si vous allez jusqu'au bout. Dans l'épilogue, il y a une note de l'auteur juste après, ou encore une fois le lecteur devient actif avec un petit jeu de pistes. Je me suis amusée à le faire, j'ai pris 5 minutes pour le faire et c'était assez marrant. Voilà, je vous recommande, moi la plume de Franck Thillier, je trouve que c'est vraiment efficace, ça reste classique, ça reste bon, on est quand même dans le suspense, c'est haletant. Voilà, vous pouvez foncer, vous pouvez y aller, ça reste une valeur sûre, mais vous ferez pas, en tout cas moi j'ai pas fait waouh à la fin de ce livre. Donc, à vous de voir. Et je termine en beauté avec un roman fantasy qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux notamment. Alors, qui est présenté comme un roman fantasy adulte. Je suis pas hyper convaincue que ce soit exclusivement pour les adultes. En tout cas, si vous voulez vous lancer, que vous êtes adulte dans de la fantasy, vous pouvez commencer par ce livre. Sinon, si vous êtes young adult ou si vous aimez le young adult, ça va parfaitement correspondre. Ce livre, vous avez peut-être deviné qu'il s'agit de la 9e maison de Lee. Alors je pense que ça se prononce Lee. Si vous savez comment ça se prononce en commentaire, n'hésitez pas. Bardugo, et c'est chez De Saxus. Alors ils ont sorti une magnifique édition en hardback. Moi j'ai l'édition normale, mais elle est tout aussi belle. Avec donc le serpent qui a une certaine importance, vous vous en doutez, dans le roman. Un plan de l'université de Yale, puisque ça se passe à Yale, voilà. Alors, de quoi ça parle ce livre? On va suivre Alex, qui est une jeune femme qui a un passé assez douloureux. Alex, elle vient de Los Angeles, et suite à des circonstances, on lui a offert une place dans la prestigieuse université de Yale. On lui a pas offert cette place par hasard, on lui a offert cette place à Alex parce qu'elle a une capacité que les autres n'ont pas. Elle arrive à voir les fantômes, qu'on appelle des gris dans ce roman. Elle les voit, elle peut même communiquer avec eux. Puisqu'à Yale, en fait, il y a 9 maisons qui correspondent, si vous voulez, grosso modo à 9 fraternités. Chaque maison possède des pouvoirs magiques, a des spécialités. Alors qui la nécromancie, qui une spécialité avec les animaux, etc. Et Alex, elle appartient à la 9e maison, qui est la maison du l'été, et qui en fait chapeaute les autres maisons, donc les 8 autres maisons, pour un petit peu mettre le holà, les surveiller. Si vous voulez, c'est la chef, cette maison-là, le l'été, c'est un peu la chef des autres en matière de magie. Ça commence, la prise en main est compliquée parce qu'on est dans le roman avec un personnage dont on ne sait rien. On a beaucoup de flashbacks, beaucoup de retours en arrière, sans cesse, comme ça. Donc la prise en main elle est compliquée, donc peut-être que c'est adulte dans ce sens-là où il faut un petit peu s'accrocher
pour la prise en main du bouquin, c'est pas évident, on est un peu perdu. On nous dit des choses qu'on devrait savoir mais qui sont expliquées beaucoup plus tard dans le roman. Donc c'est pas facile d'entrer dans le livre. Par contre, moi j'ai adoré le style, j'ai adoré, je trouve que c'est original, la façon dont l'auteur parle de magie ici, c'est original. Moi dans ce que j'ai lu, je l'avais pas vu encore. Parce que la magie, elle est au service de causes véritablement réelles. Si on se sert de la magie à Yale, c'est pour s'enrichir, donc pour gagner des sous, c'est pour gagner du pouvoir politique notamment, et c'est pas simplement pour être le plus puissant et le maître du monde, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un but lucratif, un but politique, et comme certains s'en serviraient dans la vraie vie en s'enrichissant avec des pots de vin, c'est vraiment ça, et c'est là où j'ai trouvé que le point de vue de l'auteur était hyper intéressant. Après, c'est un premier tome, donc sachez que c'est pas un one-shot, c'est un premier tome. Donc forcément, il y a des choses qui sont traitées de manière beaucoup plus superficielle, notamment les maisons. On n'a pas les tailles de toutes les maisons, on pénètre dans certaines maisons. C'est très intéressant quand on pénètre dans certaines maisons, mais on a vraiment une vue d'ensemble, donc je pense que ce sera peut-être creusé dans les autres tomes. Le personnage d'Alex, moi j'ai adoré, c'est vraiment une jeune femme, c'est vraiment aussi là encore une anti-héroïne parce qu'elle a vraiment un passé très, très malsain avec quelque chose qui lui est arrivé. Il y a d'ailleurs une scène assez frappante qui explique en fait pourquoi elle a basculé notamment dans la drogue à un moment donné de sa vie. C'est très noir, c'est très glauque, c'est très sombre. Il y a des scènes, pas trop de scènes de sexe, c'est surtout des scènes parfois un peu de... forcément, il y a des cadavres, il y a des morts, ce genre de choses, mais franchement il n'y a rien de choquant. L'écriture, j'ai beaucoup aimé la manière dont écrit l'auteur, j'ai trouvé que c'était une écriture très mûre, très aboutie, donc vous pouvez y aller. Voilà, encore une fois, pour moi c'est un petit coup de cœur quand même, hein, parce que quand j'ai refermé le bouquin, j'avais qu'une envie, c'était de connaître, de savoir en fait ce qui allait arriver à Alex, sachant que dans ce roman, elle est un peu livrée à elle-même, parce que son mentor a disparu. Elle enquête en même temps sur le meurtre d'une jeune femme qui s'est produit sur le campus. Donc on a un peu une double intrigue. Et puis il y a encore plein de zones d'ombre forcément à explorer. Et du coup, j'ai qu'une envie, c'est de connaître la suite. Et ce que j'ai adoré, c'est d'avoir découvert vraiment la plume de cette autrice, parce que je sais qu'elle a écrit Six of Crows. Et j'avais hyper peur de me lancer dans cette saga qui est plutôt young adult par rapport à l'écriture, et vu la manière dont elle écrit, je pense que je me lancerai aisément dans la saga. Voilà, donc moi je vous le recommande. Après c'est vraiment 50%, c'est 50-50, il y a des blogueurs qui n'ont pas aimé. Je l'ai lu avec Céline Lecture qui a pas vraiment aimé, qui a pas accroché, qui se lancera pas dans la suite. Moi j'ai adoré, c'est passé vraiment super facilement, c'est passé crème pour moi. Donc allez vous renseigner à droite, à gauche pour savoir si c'est votre cam, mais en tout cas avec moi ça l'a fait. Voilà. Écoutez, c'en est là, vous voyez, c'était un petit point lecture, j'avance pas beaucoup, j'espère avancer un petit peu plus vite dans cette fin septembre, et puis avec le mois d'octobre qui arrive, me poser un peu plus, pouvoir lire un peu plus, les week-ends notamment et le soir. Voilà, je reviendrai très vite. Il n'y aura pas de book haul là très prochainement parce que franchement j'ai fait zéro achat. Enfin, je vous ai tout présenté dans un book haul au mois d'août, hein, ou au mois de septembre, et puis du mois de septembre là pour l'instant j'ai reçu un livre, un SP. Donc je suis contente parce que d'un côté ça a fait baisser ma pile à lire, mais de l'autre, voilà, c'est bon. Non mais c'est bien comme ça. Donc je vais faire baisser ma pile à lire, je reviendrai je pense du coup pour un point lecture, ou alors je sais pas, peut-être pour un challenge ou pour un tag, je verrai selon mon humeur et selon mon temps aussi. J'arrête là, je vous souhaite de belles lectures, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit pouce en l'air et à commenter pour me dire si je vous ai donné envie, si vous avez lu, si vous avez aimé, pas aimé, j'adore échanger avec vous. Je vous mets également ma palle. Vous pouvez aller voir ce que j'ai dans ma palle si vous voulez qu'on fasse une lecture commune, notamment sur Insta. Et n'hésitez pas à aller vous abonner sur Insta parce que j'y suis tous les jours. Je fais une petite story tous les jours. Donc n'hésitez pas à passer. Voilà, j'arrête. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.